Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires sur la vérité. Avec en arrière-plan une question, dire vrai aujourd'hui, est-ce encore possible? Alors, raconter des histoires, compte tenu de mon âge, je pense tout de suite à Fanfreluche. Je serai donc Fanfreluche pour vous. Je n'ai ni la voix de Kémia Olszewskaja, ni sa jupe, mais je vais vous raconter des histoires. Je serai une fanfreluche du 13e siècle. J'en ai presque l'âge, j'en ai l'habit en tous les cas. Une fanfreluche du 13e siècle qui n'a pas encore fait la distinction claire telle qu'on l'a fait aujourd'hui entre la philosophie et la théologie, entre le naturel et le surnaturel, tel qu'on le fantasme aujourd'hui. Non. Je vais vous raconter des histoires. Je vais commencer par une. Il était une fois la vérité. De fait, je vais vous raconter une histoire possible, parce que j'aurais pu en tracer d'autres. Par exemple, j'aurais pu commencer avec Job, qui dit « Je dis la vérité et je vais être jugé sur la vérité ». Puis de là, passer à Saint-Anselme, qui a un très très bel ouvrage que je recommande sur la vérité, puis faire un grand saut vers Wittgenstein et Kripke, des auteurs du 20e siècle. Puis il y aurait plein d'autres manières de raconter l'histoire. Mais ce sera pour une autre fois. Je recommence donc. Il était une fois la vérité. J'arrête tout de suite parce que, pour rien vous cacher, après tout, c'est une conférence sur la vérité. Je vais construire le fil rouge de ma conférence sur la vérité à partir des travaux de Thomas d'Aquin, qui est un auteur du 13e siècle. C'est mon grand frère, c'est un dominicain, qui avait tout un art de raconter, de construire des histoires, des arguments. Parce que, oubliez-le pas, en français comme en latin, argument, c'est à la fois l'argument logique, le raisonnement logique, mais c'est aussi le canevas d'une pièce de théâtre ou d'un roman. Il était une fois donc, plusieurs fois de fait, des questions qui formaient une nébuleuse sur la vérité. En vrac, quelques-unes de ces questions. Est-ce que je vous dois la vérité? Au nom de quoi ou de qui est-ce que je devrais vous dire la vérité? Des bribes de vérité, quelques vérités. Quel type d'obligation me lierait à vous de telle sorte que je vous devrais la vérité? Et même si on arrivait à réfléchir et à dire la vérité, elle est due, est-ce que vous en voudriez? Vous désirez certes savoir. Alors, vous voulez savoir beaucoup de choses, je veux savoir beaucoup de choses, nous aimons l'information, nous en consommons à la tonne. On fait même ce qu'on pourrait appeler de l'embonpoint informationnel. Et il y a fort peu de personnes qui sont prêtes à faire des régimes amaigrissants quant à l'information. Mais désirer savoir, c'est pas la même chose que vouloir la vérité. Admettons que vous voudriez de la vérité. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment? Parce que depuis des siècles, on met en circulation, à droite, à gauche, dans différentes cultures, dans différentes institutions, des vérités, des grandes, des hautes vérités. On dit même à certains endroits que la vérité s'est manifestée et qu'elle a habité parmi nous. Or, toutes ces vérités, ces grandes, ces hautes vérités éternelles, chrétiennes ou autres, ça semble plus, pour bien des gens, signifier quoi que ce soit. On veut de la vérité, mais on rejette ces vérités-là, cette vérité avec un grand V. On préfère, certains diraient le néant, plutôt que la vérité. Ou, pour le dire autrement, puisqu'on rejette la vérité et puis les vérités qui venaient avec ça, on deviendrait nihiliste ou relativiste. Il faut dire aussi qu'au nom de la vérité, on a dit bien des stupidités, voire des mensonges. Et puis, si je voulais être un peu moins dramatique, je vous dirais qu'on a enrobé, habillé ces vérités d'opinions parfois douteuses, puis ça circulait comme de la fausse monnaie. Et si vous vouliez vraiment de la vérité, vous la voudriez pourquoi? Parce que ce serait une valeur en soi? La vérité, ce serait bien? Parce que ça vous serait utile? Utile à quoi? À montrer votre savoir, à démontrer votre sagesse aux autres, ou votre puissance? Parce que, qui sait, la vérité pourrait peut-être servir à dominer? Bien sûr, sous le couvert d'offrir un service, on s'entend. Toutes ces questions, cette nébuleuse-là de questions que j'ai articulées comme ça, si on avait beaucoup de temps, je pourrais vous montrer qu'elles sont signées Nietzsche ou Derrida et qu'elles remontent quand même beaucoup plus loin. Puis à cette nébuleuse-là, on pourrait en opposer une autre
très contrasté, et dire avec Saint Jean, « Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants, que j'aime en vérité, non pas moi seul, mais tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. » Ou, si vous êtes moins près de Saint Jean, on pourrait commencer avec la Descartes et la deuxième méditation, où on lit, « Après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » Alors vous voyez, une première nébuleuse où il y aurait de la vérité peut-être, oui, un peu, on n'est pas trop sûr. Qui l'a dit, à qui, pourquoi? On ne s'entend pas là-dessus. Et l'autre où il y aurait l'affirmation claire, il y a une vérité, on est dans cette vérité-là, où je peux la prononcer et la penser, et il n'y a aucun doute possible. Mais pour commencer, je vais vous partager une autre petite histoire. Celle-là, je ne l'ai pas écrite. C'est Michel Foucault qui l'avait prononcée aux auditeurs et auditrices de ses cours au Collège de France en 73 ou 74. Il s'agit d'un cours sur le pouvoir psychiatrique. Est-ce que la petite histoire que je vais vous raconter est vraie? Ça serait trop long pour en discuter. Mais elle a au moins l'avantage, pédagogiquement, d'être intéressante et peut-être, à ce titre, vraie. Foucault va dire qu'il y a deux types de vérité, deux types de pratique de la vérité démonstration, puis la vérité événement. Après ça, je vais mettre ça en lien avec Thomas d'Aquin, puis mon fil rouge va réapparaître. Il était une fois, depuis longtemps, depuis toujours peut-être, il y aurait eu une pratique de la vérité qu'on pourrait appeler le savoir scientifique. En tant que ce savoir suppose, et je cite Foucault, au fond, qu'il y ait en tout lieu, partout et en tout temps de la vérité. C'est-à-dire plus précisément ceci, c'est que pour le savoir scientifique, il y a bien sûr des moments où la vérité se saisit plus facilement, des points de vue qui permettent de la découvrir là où elle se cache, là où elle est reculée ou enfouie. Mais de toute façon, pour la pratique scientifique en général, il y a toujours de la vérité. La vérité est toujours présente en toute chose ou sous toute chose, à propos de tout et de n'importe quoi, à propos duquel on peut poser la question de la vérité. La vérité peut bien être enfouie, être difficile à atteindre. Tout ceci ne renvoie qu'à nos propres limites, aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Dans ce sens, je termine la citation de Foucault, il y a de la vérité pour tout le monde, accessible à tout le monde. Il suffit d'apprendre le savoir scientifique. Et on fait ça dans les écoles depuis assez longtemps. Mais avec cette première petite histoire, on pourrait dire aussi c'est une histoire de la métaphysique. Il y aurait le vrai partout où il y a de l'être. Aussitôt qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est vraiment là et qui peut être pensé vraiment pour ce qu'elle est. Il suffirait de trouver pour ça, intellectuellement, rationnellement, la pratique qui fait qu'on va entrer en adéquation avec les êtres pour savoir et dire le vrai. C'est une voie traditionnelle d'une certaine métaphysique. Et au début de sa carrière, dans la question disputée des Veritate, Thomas d'Aquin la proposera. Puis, depuis, on la répète et puis tout le monde renvoie à cette définition-là de Thomas. La vérité, c'est l'adéquation entre l'être et l'idée qu'on en a. Le seul petit problème, on le verra tout à l'heure, c'est que Thomas d'Aquin a changé d'idée en cours de route. J'y reviendrai. On pourrait, dans cette histoire de la vérité liée au savoir scientifique, retracer une micro-histoire. Au commencement, il y aurait eu le temps grec, où la vérité avait à voir avec la vision, avec la démonstration, au sens de la monstration. Je vous montre, je pointe vers quelque chose que vous voyez. Puis lentement, imperceptiblement presque, on passe du grec au latin, puis au français et à l'allemand, puis un second temps. Ça serait le temps du jugement. La vérité serait ce dont on juge. On voit ça de la logique de Port-Royal, qui est un art de pensée, et qui déclare, et c'est intéressant, la principale application qu'on devrait avoir
serait de former son jugement. Car le peu d'amour que les hommes ont pour la vérité fait qu'ils ne se mettent pas en peine la plupart du temps de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. On pourrait passer tout le reste de la conférence à commenter ça en lien avec le fake news. Mais ça sera pour un cours que je donnerai cet automne. Au bout de cette histoire-là, on retrouverait Kant avec le tribunal de la raison qui juge de ce que la raison produit. Alors c'est la première petite histoire de Foucault. Le savoir scientifique, où on montre, on pointe, on voit la vérité, puis éventuellement on en juge et on insiste sur l'aspect jugement plutôt que vision. Je vais vous raconter la deuxième petite histoire, que Foucault désigne comme plus archaïque, lentement oblitérée par la première, puis rejetée violemment. Pour cette autre manière de penser la vérité événement, Foucault écrit ceci. La vérité ne serait pas partout et tout le temps à nous attendre, nous qui serions chargés de la guetter et de la saisir partout où elle est. Ce serait la position d'une vérité dispersée, discontinue, interrompue, qui ne parlerait pas ou qui ne se produirait que de temps en temps, là où elle veut, en certains lieux. Une vérité qui ne se produit... Une vérité qui ne nous attend pas, car c'est une vérité qui a ses instants favorables, ses lieux propices, ses agents et ses porteurs privilégiés. C'est une vérité qui a sa géographie. L'oracle qui dit la vérité à Delphes ne la formule nulle part ailleurs, et ne dit pas la même chose que l'oracle qui est ailleurs. Le Dieu qui guérit à Épidore et qui dit à ceux qui viennent le consulter quelle est leur maladie et quel est le remède qu'ils doivent appliquer, ce Dieu-là ne guérit et ne formule la vérité de la maladie qu'à Épidore et nulle part ailleurs. Vérité qui a sa géographie, vérité qui a son calendrier aussi, ou du moins sa chronologie propre. Vous voyez comment Foucault contraste deux types de pratiques de la vérité. Cette deuxième vérité aurait ses moments critiques privilégiés et les personnes à qui elle s'adresse. Il faut être là, attentif, l'attendre, puis elle passe un jour comme l'éclair, rapidement, et puis si on la saisit, tant mieux, si on la saisit pas, tant pis, il est trop tard. Et aucun savoir scientifique va vous permettre de la retrouver. Cette vérité-là, on pourrait dire, c'est la vérité de la révélation divine, quels que soient les dieux qui l'envoient, que ce soit le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Jésus-Christ, ou les dieux grecs ou romains. C'est une vérité qui arrive. On la trouve dans la Bible aussi, et déjà philosophiquement, par exemple, dans un dialogue de Platon, qui s'appelle Ion. Et les instruments et la pratique de cette vérité diffèrent du tout au tout avec celle de la pratique scientifique. Thomas d'Aquin va aussi être attentif à cette vérité-là dans son travail théologique. J'en signale juste un moment. Vous pourrez aller le lire, ça se trouve dans le premier chapitre du premier livre de la Somme contre les gentils. Et là, il nous parle, qu'est-ce que c'est que le fils du sage? Le fils du sage, c'est de diriger les autres. Il peut diriger les autres, science et les personnes, parce qu'il connaît le début et la fin des choses, il connaît les causes. Et la première chose, au tournant d'une phrase, on découvre que cette connaissance de la vérité, chez ces sages, c'est le Christ qui la leur apporte. Vous voyez, on passe comme ça à l'irruption de la vérité. Un jour, la vérité a habité parmi nous. Aussi, dans cette même idée d'une vérité qui arrive et qui vous tombe dessus sans que vous sachiez vraiment comment trop l'articuler. Enfin, vous ne saurez pas l'articuler dans une formule mathématique. Vous ne saurez pas l'articuler dans un argument logique. Vous allez l'articuler dans une fable, dans de la poésie et tout. Vous voyez, on est dans deux mondes que Foucault caractérise comme étant deux pratiques, deux histoires de la vérité complètement différentes. Bon, je vous l'ai dit, cette manière de raconter les choses est pédagogique. Si on avait beaucoup de temps, ce que nous n'avons pas, je pourrais vous montrer que l'opposition que crée Foucault entre ces deux histoires pourrait donner lieu à des nouages, à des croisements et tout, mais ce sera pour une autre fois. Alors je reviens, une fois que ces deux histoires sont bien placées et qu'on voit que Thomas d'Aquin fonctionne
Il veut vraiment des arguments, il veut de la démonstration. Il fonctionne selon la première manière de penser. Puis aussi, il est très sensible à la deuxième. Rentrons un peu dans Thomas d'Aquin. Je le disais tout à l'heure, Thomas d'Aquin a bougé quant à sa conception de la vérité. Dans son écrit de jeunesse, le De Veritate, Thomas d'Aquin est classique. Il va dégager 3 registres de la vérité. Le registre fondamental, le vrai, c'est ce qui est. Vous entendez tout de suite la première histoire de Foucault. Deuxième moment, c'est le cognitif. Mon intellect à moi est en adéquation avec ce qui est. Puis après, un registre performatif, je vous dis que cette idée-ci que j'ai correspond à cette chose-là. Et c'est ce qu'on va retenir de lui, malheureusement. Mais dans la somme théologique, à la question 16 de la première partie, il bouleverse tout ça. Je ne pourrais pas vous faire la démonstration de tout ça aujourd'hui. Il y a un très bon article du Père de Wan, qui était mon maître, qui montre ça. Cet article est en ligne. Puis je vais travailler beaucoup ça dans un cours sur la vérité au CDF donné en novembre prochain. L'adéquation n'est plus entre l'être vrai et l'intellect humain, mais entre l'intellect humain et les idées que Dieu a des choses qu'il a créées. Intéressant. En ce sens, vous et moi, nous avons accès véritablement à la vérité de ce que nous fabriquons à partir de ce que nous pouvons connaître de notre monde, de ce monde-ci, pour lequel nous sommes faits. Parce que connaître Dieu, c'est difficile. C'est pas à la portée de tout un chacun. On va y arriver après bien des erreurs, puis on le connaît lorsqu'on connaît Dieu simplement comme cause. Pas nécessairement comme vérité. Mais Thomas d'Aquin va arriver à dire que Dieu est la vérité, mais pas comme cause. Donc, Dieu va se révéler comme vérité, comme objet de confiance, de fidélité, pour faire aboutir la vie humaine, non seulement à une meilleure connaissance de lui, mais dans une vie d'union béatifiante, éternelle avec lui. Mais si je reviens à cette nouveauté de la question 16, il s'agit, je peux connaître vraiment ce que j'ai fait. Alors, petite idée, par exemple, il y a des hommes et des femmes qui comprennent comment fonctionne une voiture ou un moteur de voiture. Eux savent la vérité là-dessus. Si vous ouvrez le capot d'un char pour me montrer et me demander quelque chose, je vais vous regarder béatement avec un grand sourire et je n'ai pas la moindre idée de quoi vous allez parler. Je ne sais pas comment la voiture fonctionne, je ne sais pas comment les caméras fonctionnent, je ne sais pas les lois de la physique, je pourrais les apprendre peut-être, mais je ne les sais pas. Je ne les connais pas pour le moment. Okay. Mais la caméra, la voiture, tout ce que nous avons fait, nous avons un plan pour ça, nous en avons une idée. Si, par exemple, c'est l'exemple de Thomas, je veux me faire construire une maison, je fais faire un plan, avec l'architecte, on valide le tout, on emporte ça chez le contracteur et tout. Alors, je me promène avec le plan et je dis au contracteur, regardez, sur le plan, la fenêtre était à tel endroit, pas à tel autre. Vous n'avez pas suivi le plan. Et moi, la maison que je veux, c'est celle qui est sur le plan. Je le sais, c'est mon idée. D'accord? Et je trouve que cette maison-là est parfaite pour moi. Un de vous ou une de vous vient visiter ma maison puis dit, ben non, c'est pas très très bien comme maison. Moi, j'aurais fait ça comme ça et tout. Ben, je peux dire à la personne, regarde, c'est la maison que tu as là, c'est la maison sur le plan. Et le plan, c'est la traduction physique, et cette maison est la traduction physique, de l'idée que j'avais de la maison. Alors, vous voyez, je connais la vérité sur ma maison, et vous ne pourrez dire la vérité de ma maison que si vous prenez le plan et que vous vous promenez dans la maison, vous dites, ben oui, cette maison-là correspond au plan. C'est pas le plan que vous auriez voulu, peut-être, mais ça me dérange pas. Vous ferez construire votre maison lorsque vous aurez les millions pour le faire. Entre-temps, je sais la vérité de ce que j'ai fait. Mais pour l'arbre que je n'ai pas fait, pour le système solaire que je n'ai pas concocté, comment est-ce que je vais arriver à une vérité ou à de la vérité là-dessus? Ben, le travail scientifique est simple.
enfin, très compliqué, mais le travail scientifique, ce qu'il va faire, c'est de nous faire construire un modèle à partir de notre façon de penser, et il va dire, ce modèle-là, regardez, il rend compte de tous ces éléments-là en général. Et on va arriver à faire correspondre ce modèle à ce qu'on voit à partir d'une collection d'événements répétés, réitérés, revus, observés, réobservés, vérifiés à nouveau. Et on va dire, ben ça, c'est la théorie la plus ajustée à ce qu'on connaît de ce qui est là. Et on va dire, ça, c'est la vérité. Que ça. C'est peut-être parce que je ne suis pas très attentif à l'Esprit Saint, là, mais il me semble que l'Esprit Saint a d'autres choses à faire que vous ouvrir l'esprit à chaque feuille de chaque arbre que vous rencontrez pour dire la vérité. Okay. Donc, vous voyez, ça limite beaucoup le champ de ce qu'on peut dire comme étant du vrai. Donc, si on veut, déjà, première piste de réponse pour ma grande question du début de la conférence, peut-être qu'il faut se poser des questions. Quelles sont les véritables limites du champ dans lesquelles on peut dire des choses de vraies? Je ne peux pas dire du vrai sur toutes. Il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas ce qu'il faut pour dire la vérité. Autre élément sur lequel je veux insister là-dessus, avant de passer vraiment au dire la vérité, on définit, c'est une définition qui est ambiguë, ambivalente, instable, etc., qu'il s'agit d'adéquation entre l'esprit et une idée ou l'esprit et la chose. Le mot adéquation, ça veut dire quoi? Bon, si on avait beaucoup de temps, je vous laisserai le temps d'y réfléchir et de me dire une réponse. Et probablement que je vous demande qu'est-ce qu'une adéquation, et vous allez me dire c'est une équation. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2, 4. 3 plus 1, 4. 5 moins 1, 4. Tout ça, ce sont des propositions équivalentes des équations. C'est le modèle mathématique. Mais ce n'est pas la définition que je vous ai demandé. Je vous ai posé la question sur adéquation. Je vais le dire en latin, c'est beaucoup plus beau. Adequatio. Vous voyez à quel point c'est différent. Mais ce qui m'intéresse, c'est le ad. Il y en a ici, compte tenu de la couleur de vos cheveux, vous avez fait du latin dans votre jeunesse. Peut-être que vous avez oublié le latin. Peut-être qu'il y a des plus jeunes qui ont fait le latin, mais qui ne sont pas rendus là. Mais ad, ça veut dire quoi? En latin? Non. Non, ad, ça c'est en anglais. Ad en latin, ça veut dire vers. Vers. On peut dire, je vais à Rome, c'est ad Romam. Vers Rome. OK? Mais si je m'en vais vers Rome, je ne suis pas à Rome. OK? Puis je suis encore, en allant vers Rome, sur le parvis, comme aurait dit Benoît XVI. Je ne suis pas encore à Rome, je suis juste sur le parvis de Rome. Puis une fois que je suis dedans, ben là, je serai correct. Je serai à Rome. Mais ad, c'est vers. Alors, si je vous dis adéquation, je dis, la vérité ne serait pas l'équation de j'ai dans ma tête ce qui est dans le réel ou j'ai dans ma tête l'idée qui correspond à la chose que j'ai réalisée. Non, 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 non. Je me dirige vers ça. Je tends vers ça. C'est ce que je peux, on pourrait dire, c'est ce que je désire. Mais vous le savez, vous êtes assez vieux, assez vieille pour savoir que tout ce que vous désirez, vous ne l'avez pas, hein? Pas encore. Vous êtes ad ce que vous désirez. Okay? Moi, je sais qu'il y a du chocolat dans le sac qui est là, et mon désir se porte vers ça, mais je n'ai pas encore mis la main dessus. Okay? Donc, je ne l'ai pas. Je suis dans l'ordre du désir. Ad. Premier élément pour comprendre c'est quoi l'adéquation. Deuxième mot, équation. OK, je vous ai dit 2 plus 2 égale 4 et tout, mais la véritable, si vous étiez latin, là, imaginez que vous êtes romain du 2e siècle avant notre ère, et je vous dis, équatio, ça vous dit quoi? Ben là, comme vous n'êtes pas vraiment du 2e siècle, ça ne vous dit rien. Est-ce qu'il y a des marins parmi vous? Ah, monsieur. Si je vous disais,
je sais, vous auriez préféré ne pas savoir. Hein? Mais si je vous disais, la mer est à l'étal, le fleuve est à l'étal, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que la marée ne monte pas, la marée ne descend pas, c'est stable. Ça bouge presque plus, là. L'idée d'un courant, c'est quasiment oublié en surface. C'est stable. Et il n'y a pas de vagues. Okay. C'est très, 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 très clair. Vous voyez très, très loin devant vous. Il n'y a pas d'obstacle. Vous allez me dire, sur la mer, on n'a pas d'obstacle. Bien, on voit que vous n'avez pas voyagé. En bateau, on s'entend. J'ai traversé l'Atlantique Nord plusieurs fois dans ma jeunesse. Lorsque l'Atlantique Nord se déchaîne, okay, prenez un bateau de 900 pieds, à peu près, parce que je suis vieux, alors je parle encore en pieds. 900 pieds de bateau, tempête. Bateau fait ça dans l'eau. Bateau a 7 étages hors de l'eau. C'est un porte-container. Le premier tiers, quasiment la moitié du bateau, disparaît sous la vague. Okay. Puis là, ça va remonter, puis après ça, vous ne voyez plus l'eau. Vous voyez juste le ciel. Une mer déchaînée, l'Atlantique Nord déchaîné, il n'y a pas d'équation possible. L'équation, c'est lorsque vous avez rien qui bloque la vue. Okay. Tout est plat. C'est vraiment une plaine. Et là, vous vous dites, le frère, il faut juste nous dire qu'il a voyagé en bateau dans sa jeunesse et puis il prend ça. Eh bien non. Allez lire Saint-Anselme sur la vérité. C'est ce que vous allez retrouver. La vérité, c'est avoir la lumière qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'obstacles, qui tasse tout, puis vous avez vraiment ce qu'il y a à voir est visible. Il n'y a rien qui la cache, il n'y a pas de filtre, rien comme ça. Il y a quasiment un contact. Alors, on n'est pas là, vous et moi. On n'a pas ça. On est dans l'adéquatio. Et les instruments scientifiques qu'on se donne, qu'ils soient mathématiques ou autres, pour connaître en vérité des choses, ce sont des instruments pour essayer de dégager l'espace pour qu'on puisse avoir, parce que le mot cartésien, c'est l'évidence. Je vois quelque chose et je peux le décrire. Et je peux le décrire en vérité parce qu'il n'y a rien qui parasite ma vue. Vous voyez, lorsque je dis on n'est pas dans le jugement, là. On est vraiment dans la description. Wittgenstein n'est pas loin, en note en bas de page. Okay. Donc, Thomas d'Aquin, lorsqu'il dit la vérité, c'est l'adéquation de l'intellect à la chose, c'est l'adéquation, on tend vers ça, et on tend vers ça pour les choses surtout qu'on est capable de créer, de composer, de mettre en place, d'inventer, de bâtir. Pour le reste, Dieu soit loué, il y a la deuxième histoire de la vérité. Et il y a une machine, un mode de connaître, qui est le mode ecclésial du croire, d'avoir confiance, de faire confiance. De faire confiance que ceux qui vont parler et puis dire « voici une proposition vraie », disent vrai et le disent en vérité. Ça va être là. C'est le dernier point, on achève. C'est les questions 109 à 113 dont je vous parlais dans la Secunda Secundae. Celui qui ou celle qui a des propositions vraies à partager doit le dire en disant en même temps la vérité sur elle-même. Donc, je dois être, on dirait aujourd'hui, authentique. Je ne dois pas être prétentieux ou m'humilier. Je suis humble. Je suis... Non, tout ce qu'elle a dit, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Mais non, j'ai des diplômes, je sais des affaires, puis je sais les dire. Okay? Il n'y a personne qui a ronflé encore. Okay? Donc, ça, je ne suis pas en train d'être orgueilleux, je vous dis la vérité, tout simplement. Je suis humble. Okay? Mais je pourrais aussi vous dire, je sais ceci, je sais ceci, je sais cela. Ben non,
Le jeune qui arrive, j'ai 64 ans maintenant, alors je peux me permettre, je suis plus jeune, mais lorsque j'avais 26 ans, ces questions-là sur Thomas d'Aquin, je les savais déjà par cœur. Si j'étais arrivé à 26 ans devant vous, comme ça, je n'aurais pas pu faire la conférence, parce que je ne me connaissais pas à 26 ans. D'ailleurs, je ne parlais pas beaucoup en public à 26 ans. Je chantais dans ma douche, puis c'était tout. Mais bon, j'ai appris, ça ne paraît pas que je suis timide, je me soigne. Ça ne paraît pas que je tremble, c'est l'avantage de la grande robe. Mais je ne me connaissais pas à 26 ans. Je disais les choses comme si je les savais, puis je les maîtrisais, puis c'était vrai pour moi. Non, c'était des propositions que j'avais apprises, puis je pouvais vous émerveiller avec ça. Alors, dire la vérité, ça ne nous vient pas naturellement. Parce que, on ne se connaît pas naturellement. Ça prend beaucoup de choses, du temps dans la vie, et puis on a besoin d'aide pour ça. Mais il faut aussi apprendre à dire les choses adéquatement à partir de qui on est véritablement. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance de soi. Comme je m'adresse à vous, ça me prend au moins quelque chose comme une base de connaissance de vous. Parce que sinon, je vous adresse des choses qui vous... Oups! Quelqu'un, juste avant la conférence, a dit que je pourrais utiliser le mot herméneutique. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas utilisé, hein? Et je ne l'utiliserai pas. Des grands mots, je les sais. Je vais vous les dire en allemand, si vous voulez, aussi. Herméneutique. OK? Mais on s'en fout du mot savant. Si ça ne donne rien à comprendre, ça fait juste quelque chose de cute à dire dans un bar as a pick-up line, comme on dit en anglais. Non. Dire en vérité, la vertu de vérité, c'est d'arriver du point de vue de qui on est vraiment. S'adresser en vérité à l'autre personne parce que je désire lui faire en sorte qu'elle entende une proposition qui contient de la vérité, pas pour qu'elle la répète, pour qu'à partir de ça, elle la fasse sienne à elle. Parce que si je parle, je dis toute une série de propositions vraies, ça fait 45 minutes que j'en dis, là, les unes après les autres, je n'ai pas encore menti, je vous promets, croyez-moi, ayez confiance, je ne vous ai rien dit. Vous allez devenir des perroquets. Donc, comment dire en vérité, est-ce que c'est encore possible, et c'est ça pour ça que pour moi c'est une vraie question, de dire aux gens des propositions vraies, dans une posture vraie, pour que ça les aide vraiment à eux devenir vrais et penser vraiment et penser du vrai. Vous voyez comme il y a des étapes. Si on avait beaucoup de temps, puis je développerai ça dans le cours plus longuement, je crois qu'une partie des théories sur la vérité aujourd'hui sont des théories qui vont insister sur un de ces éléments-là seulement. L'intérêt pour moi de Thomas d'Aquin, lu tel que je le fais, parce que je comprends que tout le monde ne le lit pas comme ça, j'essaie de montrer qu'au Moyen Âge, ça se tenait, ça faisait un bloc. Lorsqu'on dit Dieu est la vérité première, qui dit la vérité, il se dit, et il cherche à se dire au cours de l'histoire de telle sorte qu'on arrive à penser que ça puisse être vrai, cette affaire-là, et faire confiance qu'il y a du vrai dans une parabole, dans un texte de Paul, ou une élucubration du chapitre 15, 16, 17 de Saint Jean. Puis encore là, pour dire vraiment du vrai, là, je vais devenir presque catholique, vous allez voir. C'est rare, ça, je ne mens pas. En conférence, en tous les cas, en confessionnal, c'est autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dire la vérité vraiment à mon frère ou à ma sœur, à un homme ou une femme qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui parle seulement. C'est l'Esprit de vérité qui me fait parler. Et dans la théorie dominicaine et la théologie dominicaine, on a une belle catégorie. On appelle ça la grâce de la prédication. C'est merveilleux.
Si vous voulez lire là-dessus, vous lirez Simon Tugwell, The Way of the Preacher. Celui qui a développé ça en 3 pages et demie de manière compréhensible. Alors, la grâce de la prédication, c'est quoi? Spontanément, on se dit, Maxime a la grâce de la prédication. Regardez, c'est une grande gueule, il parle et puis il ne vous endort pas. Non. La grâce de la prédication, c'est pas ça. La grâce de la prédication, c'est l'Esprit qui vous travaille pour qu'au moment où moi je parle, plus ou moins inspiré, ça dépend du nombre de pilules que j'ai prises ou de l'Esprit lui-même, on ne sait jamais, mais c'est au moment où je vous dis des choses vraies, ou que je crois vraies, que je crois qu'ils seraient vraiment bonnes pour vous, vous les entendiez et que vous les réfléchissiez, les recueilliez, les accueilliez comme quelque chose qui est adéquat ou qui vous aide à mieux vous connaître et mieux vous connaître dans le monde, mieux connaître vous dans le monde avec Dieu. Alors, pour résumer, oui, on peut encore dire de la vérité. Oui, on peut. Mais, je dirais, il y a 3 grandes conditions. La première, c'est continuer à connaître, à travailler à connaître de manière critique, toujours mieux, le monde créé dans lequel nous vivons et continuer ce travail-là ensemble. Ça correspond à la première histoire de la vérité de Foucault. Mais la vérité qui est toujours là est peut-être à portée de la main, mais la dire en vérité, c'est pas évident. Comment dire la vérité de la théorie du Big Bang, par exemple, sans en faire une nouvelle idéologie, un nouveau dogme, ou dire c'est simplement une fiction de plus? Parce que, est-ce qu'il y a des physiciens théoriques ici? Non, hein, ça, je ne pensais pas. Donc, il n'y a personne qui comprend vraiment de quoi il s'agit dans le Big Bang, là. Alors, lorsqu'on dit ça, et c'est une hypothèse, puis une très bonne théorie, intéressante, mais dans 2 siècles, mes petits-enfants, ou mes arrière-petits-enfants, dans 2 siècles, vont dire, au 20e, 21e siècle, là, ils étaient bêtes, ils pensaient encore en termes du Big Bang. Parce que les physiciens théoriques sont en train de réfléchir sur les instants avant le Big Bang, lorsque vous lisez sur ces choses-là. Donc, ils se rendent compte que Big Bang, ce n'est pas le début, le commencement de tout, c'est autre chose qu'il faut chercher. Donc, si on veut pouvoir dire du vrai, il faut trouver, même pour notre connaissance des choses du monde, le statut et le ton juste pour le dire. Deuxième condition, pour pouvoir dire en vérité des vérités ou de tenir des propositions vraies, c'est travailler à l'authenticité. Mais dans la vie sociale, vous le savez, on se promène rarement authentiquement. On a toutes sortes de masques. Et puis, vous le savez, vous ne raconterez pas la même histoire de la même manière à votre mère, à votre chum de pêche ou à votre meilleur ami après la 4e bière. Ça va être toujours la même histoire, le même événement qui est arrivé, mais vous allez raconter ça différemment. C'est l'intérêt pour Thomas d'Aquin de la prière comme herméneutique du désir, c'est-à-dire en priant, en demandant, je découvre lentement qui je suis à travers ce que je désire. Et puis, en vérité, dans une communauté, il y a ce qu'on appelle, nous, la correction fraternelle. C'est très, très amusant. Non, pas tout à fait. Mais ça fait partie de « j'ai besoin d'être réajusté par rapport à moi-même puis aux autres. De moi-même, j'y arriverai pas seul. » Donc, de la même manière que la connaissance du monde et de la physique, si vous voulez, puis de la création de Dieu, demande d'être une recherche conjointe, discussion de propositions pour s'approcher, adéquatio. La même chose par rapport à l'authenticité. Dernière condition, quelles que soient les théories que vous aurez sur les 2 premières, gardez quelque chose de la 2e histoire de la vérité de Foucault. C'est-à-dire, restez ouvert, non pas à du futur que vous pouvez calculer, maîtriser, mais restez ouvert à ce que Jean-Luc Nancy puis Derrida appellent l'avenir. Quelque chose qui arrive, un événement imprévisible, avec lequel on ne sait pas quoi faire, mais qui nous travaille, nous excite, nous fait peur ou autre chose, mais qui donne à penser
et éventuellement, peut-être, on peut arriver à dire quelque chose de vrai. Pas d'autre histoire de la vérité. Celle-là suffit pour aujourd'hui. Merci. Merci Maxime pour cette conférence authentique, éclatante et qui nous a donné pas mal de pistes sur la vérité. Moi, je pars d'ici de toute façon avec plus de questions que de réponses, mais je pense que c'est ça et aussi l'idée de développement. Ce que je retiens, c'est toujours rester ouvert, garder une pensée critique et essayer avant tout de dire la vérité, de se connaître bien nous-mêmes, donc d'avoir la vérité sur nous-mêmes. Alors, sans trop tarder, c'est la période de questions. Alors, je vais laisser monsieur... je vous passe donc, levez la main, comme ça, je vous passe le micro pour poser vos questions, s'il vous plaît. Merci. D'abord, merci pour l'éclairage. D'abord, me confesser. Allez, j'enlever mon fils. Parfait. Me confesser auprès de toute l'Assemblée. Je ne prétends pas avoir la vérité, surtout me confesser devant mon épouse. À mon avis, j'ai ma vérité. Ma vérité aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2 ans, n'est pas celle de ce qu'elle sera dans 2 ans non plus. On a chacun sa vérité. C'est ponctuel. Elle est en évolution, au même titre que l'être est en évolution. Je prends cette plante. Moi, je peux la trouver très belle, cette plante. Une autre personne, un botaniste, la regarde. Je ne suis pas sûr qu'il va la trouver très belle. On voit une pièce de théâtre. Des amis vont à la même pièce 2 semaines plus tard. On parle de la pièce, on a 2 opinions différentes. On lit une critique gastronomique de M. X sur tel restaurant. 3 semaines plus tard, Mme Y fait la critique, 2 critiques différentes. Au niveau des placements, les spécialistes en économie ou en planification financière recommandent tel titre pour toutes sortes de raisons. D'autres ne recommandent pas ce titre-là du tout. Fait que la vérité, finalement, c'est relatif. Moi, je pense que je prétends avoir une vérité aujourd'hui avec un petit V. Mais ma vérité doit être toujours en évolution, sans quoi on stagne, puis on reste crampé dans nos positions. Si on prend juste les religions monothéistes, pourquoi est-ce qu'il y a des adhérents au Christ qui ont chacun leur vérité dans leur temple, dans leur église, dans leur synagogue? Chacun prétend avoir sa vérité. Et les pasteurs, les prêtres, les convaincre que c'est vraiment ça la vérité. Merci. Parmi les histoires possibles que j'avais, une que j'ai contemplée mais que j'ai abandonnée, c'est celle qui aurait mis en scène un certain monsieur Habermas. Habermas, dans le tome 1 de la théorie de l'agir communicationnel, montre très, très, très rapidement que on a, vous avez fait le tour d'une série de champs discursifs. Alors, il y a votre vérité, il y a celle du botaniste, l'économiste, la gastronomie, puis l'œuvre d'art, etc. Alors, Habermas dit, si on veut s'entendre puis être au clair avec ce qui est en jeu, il y a des types de questions qui relèvent de, pour dire vite, de procédures rationnelles, scientifiques. Et ça, on va appeler ça des procédures qui mènent à de la vérité. On va voir Obsession, le film qui vient de sortir, ou Backroom, et puis vous avez aimé, votre femme a détesté, puis moi, ça m'a laissé indifférent. Mais il ne s'agit pas de vérité à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucune procédure mathématisable ou scientifique qui permettent d'arriver à une proposition universelle reconnue par tout le monde. Alors ça va être des jugements, appelons-les des jugements de goût. Lorsque je vais chez ma psychanalyste, ça c'est un mensonge parce que je ne vais jamais chez ma psychanalyste, pas parce que j'ai un psychanalyste, c'est que j'ai rien de tout ça, peut-être que j'en aurais besoin, mais mon ordre est pauvre, on n'a pas les moyens. Parce que vous imaginez, avec ce que vous avez entendu, le pauvre psychanalyste, il y en a pour longtemps. Lorsqu'on va sur un divan comme ça, je m'exprime en vérité, mais il n'est pas question de vérité.
Okay? C'est vraiment moi qui parle, j'essaie de parler de moi-même, mais moi, si on est en psychanalyse plus ou moins freudienne, ben on va finir par se dire que du fond de moi-même, quelque chose ressort que j'ai peut-être pas encore intégré, etc., qui était là, mais il n'y a aucune possibilité de vérification, de faire vrai là-dessus. Alors, Habermas a parlé de... On va chercher quelque chose lié à la sincérité, l'authenticité. Puis, il y a toute une série de discours, appelons-les mythologiques. Puis là-dessus, Habermas mettrait l'histoire de Jésus-Christ, puis de Bouddha, puis l'Odyssée d'Homère et ces choses-là, qui sont des systèmes qui se tiennent et tout, mais qui ne se vérifient pas. Donc, Habermas dit qu'il y a différents registres qui mènent à différents types de désaccords, avec des possibilités d'accord ou pas. Okay? Donc, de jugement, où on s'entendrait, on arriverait à s'entendre rationnellement sur une œuvre d'art ou autre chose. Ça, il n'y a pas ça. Donc, il réserve la vérité à ce que Thomas d'Aquin était en train de dire. Voici, on est capable de connaître ceci parce qu'on en a l'idée, ou on a été capable de modéliser la chose pour arriver à faire quelque chose qui corresponde au modèle qu'on s'est donné. Alors, la vérité est à ce niveau-là. Les autres discours ne relèvent pas de la vérité. Pas qu'ils sont faux, parce que le faux est à voir avec la vérité, si vous voulez. Mais c'est juste des discours qui ont une autre grammaire, qui ont un autre but, et qui disent autre chose de l'expérience humaine, qu'on pourrait thématiser sous la vérité éthique. Donc, je vous adresse quelque chose en vous disant, voici ce que j'ai vraiment vécu là. Je ne vous traînerai pas en cours, à moins de pouvoir vérifier ça, mais vous me dites que vous avez vécu ça, vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Je vous fais confiance au point de départ en disant, il parle vraiment, il dit vraiment ce qu'il a vécu, mais ce n'est pas vérifiable. Et si ce n'est pas vérifiable, je ne peux pas faire la vérité là-dessus. C'est ça que ça veut dire vérifiable. Ce n'est pas évident, parce que je ne peux pas voir que c'est ça que vous avez vécu. Je vous crois, je vous fais confiance, on est dans un autre ordre, pas celui de la vérité. Okay? Pas au sens épistémologique, sur lequel on peut travailler. Là où on en est arrivé à cette idée de la vérité à tous les niveaux, c'est dans le fond un certain rationalisme qui dit, au moins eschatologiquement, sur tout ce qui est vécu par les humains, quel que soit le régime de discours, on pourrait arriver à s'entendre et avoir des raisons communes de s'entendre. Ben ça... peut-être le lendemain du jugement dernier, puis encore. Okay? Donc, il faut accepter qu'il y a toute une série de réalités vécues liées à différents types d'expériences qui ne relèvent pas de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont secondaires ou pas importantes. Ça veut dire qu'il faut les penser à partir d'autres régimes. Wittgenstein va dire différents jeux de langage. Habermas dit différents types de procédures et de problématiques. Au Moyen Âge, ils n'avaient pas ce genre de choses-là et ça va donner des petits problèmes à partir du 15e siècle. Mais là, c'est une autre conférence. J'espère que ça répond un peu. Merci, Maxime. Oui. Oui, alors j'ai été interpellée par votre notion d'authenticité parce que c'est le même terme que j'ai utilisé lors d'une entrevue d'admission au Centre Le Pèlerin, Montréal, où on m'a demandé pourquoi je voulais suivre la formation. Et j'ai dit, plus j'apprends à me connaître et je serai donc davantage authentique à l'endroit de mes participants en titre de catéchète aux adultes. Mais ça, c'est pour moi. Je vous demanderai à titre de théologien et de philosophe, mais d'abord de théologien, quelle est la plus grande authenticité du Christ? Plus grande authenticité du Christ. C'est un beau piège. Mais j'aime les pièges. J'aime les contourner.
ne pas m'y faire prendre. Je suis un vieux dominicain, ça paraît, le côté vieux surtout. Et puis, on a une option en Christologie, qui était une option nouvelle avec Albert, Thomas d'Aquin, puis les dominicains du 13e siècle. C'était d'arrêter de focusser sur la croix souffrante du Christ et tous les discours mythologiques qu'on avait fait autour, depuis Anselme, puis avant Anselme. C'était de dire, la révélation de Dieu en Jésus-Christ est plénière dans la vie, la prédication, la mort et la résurrection de Jésus. Tout ça, ça fait un. Okay? Donc, l'authenticité du Christ, si on dit, il y en a qui vont dire, c'est la résurrection. Parce que là, vous avez Dieu qui donne le sceau, authentifie, celui-ci est mon fils, etc., etc. Les synoptiques nous font dire ça dès le baptême, avant même le ministère de Jésus. On le sait. Il y a la transfiguration, ça nous est dit aussi. Alors, est-ce que c'est la résurrection? D'autres vont vous dire, c'est parce que tout tournerait, le ministère du salut tournerait autour de la croix où le Christ meurt pour nous à notre place. Le Christ nu sur la croix serait le Christ authentique. D'autres, je pense à mon vieux frère Gutiérrez, qui ressemble à Yoda en passant. J'y peux rien, je dis la vérité. Il ressemble vraiment à Yoda. Mais lui va dire le Christ est de plus authentique lorsqu'il est auprès de la veuve, du pauvre, etc. Donc, vous voyez, selon l'ensemble de l'acte théologique que vous allez finir par dire, là, le Christ est le plus authentique. La thèse de Thomas, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ben non, l'authenticité du Christ se vit, se vérifie au cours de sa vie, sa mort, sa résurrection, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, les acta et passa. Donc, il faut prendre de l'incarnation, si vous voulez, jusqu'à la résurrection, à l'ascension. Ça, ensemble, nous permet d'arriver à l'authenticité du Christ auquel on croit. Quant à l'authenticité de Jésus par lui-même, en lui-même, etc., j'attends d'être au ciel pour lui poser la question. Je ne sais pas. Merci. Est-ce que je peux rester assis? Merci pour la conférence. J'aurais une question sur l'authenticité, justement, parce que, disons, faire un lien avec les trois, je ne me souviens plus, là, les trois conditions que vous avez faites à la fin, dont la deuxième qui était l'authenticité, puis ce que vous venez de dire sur Habermas. Donc, dire que le régime de vérité, si on parle de vérité, c'est comme le jeu de langage, c'est qu'est-ce qui est vérifiable, etc. Puis là, je me demandais, parce que comme quand on parle d'authenticité, souvent, on va aller l'authenticité par rapport à soi ou dans le monde éthique, ou etc. J'aimerais ça savoir, c'est comme essayer de vous questionner plus sur comment est-ce qu'on peut lier ça avec la vérité. Par exemple, ce serait quoi l'authenticité d'un mathématicien? Je ne sais pas si ma question est... J'entends. Je vais essayer de formuler quelque chose en deux temps. Un mathématicien authentique, c'est le mathématicien qui va t'aider à devenir mathématicienne, c'est-à-dire qui va déployer devant toi un travail mathématique de telle sorte que tu comprennes qu'il y a là des vérités et que tu ne restes pas entièrement dépendante d'une confiance première que tu aurais eue par rapport à lui. Mais un mathématicien, ce n'est jamais un mathématicien seulement. C'est un homme, c'est une femme qui a une vie, qui a des valeurs par ailleurs. Sa vie ne se limite pas à des mathématiques. Et si c'est le cas, ben, j'ai des noms de psychiatres pour lui. Donc, le mathématicien, en tant que mathématicien, est authentiquement mathématicien lorsqu'il aide à développer des propositions vraies avec et pour d'autres. Là, il serait authentique. Okay? Alors qu'il aille chercher, après ça, ces exemples à droite ou à gauche, dans sa vie ou dans un manuel ou chose, peu importe. Il aura fait sien ce matériel-là pour que tu puisses le faire tien. Mais, justement, on n'est jamais simplement un champ de connaissances où on a plusieurs dimensions. Et l'authenticité, ce serait d'arriver à harmoniser l'ensemble de ces dimensions-là. Alors, ça nous amènerait en éthique. Mais par rapport à la vérité,
c'est que pour Thomas, les jeux sociaux dans lesquels on est pris et dont il faut se déprendre, se désempêtrer pour arriver à véritablement devenir responsable, demandent, je dirais, l'exercice de la vérité du point de vue de la connaissance, okay, comme exercice, j'allais quasiment dire spirituel, pour arriver à trouver les moyens de devenir plus authentique, plus vrai au sens de veritas comme vertu morale. Merci pour ta conférence. Je trouve qu'aujourd'hui, un des défis, après tout ce que tu as dit, ce serait de comment faire pour ne pas être des perroquets. Finalement, comment arriver à penser par soi-même. Je trouve qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on est souvent porté, moi le premier, à aller chercher des réponses toutes faites. On pose une question, puis là, on a une belle réponse toute faite. Puis ça devient comme, ça me convient, mais on dirait que je suis plus porté, puis ça va être de moins en moins, puis je le vois chez les jeunes générations, à réfléchir par moi-même. Puis un de mes amis me le disait, « Tu as été trop longtemps en communauté, on t'a dit trop longtemps quoi faire, quoi dire, quoi penser. » En tout cas, c'est ça ma question, comment faire pour ne pas être des perroquets, comment arriver pour réfléchir par soi-même? Ben, c'est une nouveauté, ça, mon cher, qu'on veuille que ce soit quelque chose de général et pour tout le monde. Ben, c'est une nouveauté, c'est le 17e siècle, là. Mais comme je viens du 13e, le 17e siècle, c'est de la jeunesse. Non, cette idée que tout le monde peut comprendre, y compris les femmes. Je cite Descartes, hein, c'est pas moi, là, ici. Les femmes, les enfants, même celles qui vont parler bas breton, qui comprennent rien au latin. Cette idée que le vrai, la pensée critique au sens où j'arrive à penser par moi-même ce qui m'a été transmis est comme du vrai, mais je le vérifie, je le critique, je le passe au sas pour voir qu'est-ce qui en reste, qu'est-ce que j'en comprends et tout. Ce travail-là est un travail qui a été toujours poursuivi par 2,5% de la population. L'idée que ça serait universellement possible, pour moi, ça relève du fantasme. Là, c'est peut-être le philosophe politique qui dit ça. Pour moi, ça relève du fantasme. On n'a pas encore trouvé de modalité d'éducation, puis à mon avis, on ne pourra pas le trouver, pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Okay? Les sociétés, les cultures formatent à penser de différentes manières. Et dans quelques sociétés que ce soit, et c'est là où l'aspect critique peut revenir par la bande, malgré les silos des algorithmes et tout, il n'y a pas eu encore, à ce que je sache, peut-être dans quelques sectes et encore, d'unanimité réelle de la pensée. Il y a toujours une petite pensée hérétique à quelque part. Il y a toujours une petite pensée schismatique à quelque part. Il y a toujours une pensée minoritaire. Une pensée mineure, dirait Deleuze, par exemple. Une littérature mineure. Foucault aussi va dire, je vais chercher de ce côté-là, là, moi. Ce qui n'a pas été mis de l'avant, puis proposé, articulé, reproduit par le pouvoir, mais qui existe aussi. Et qu'on le veuille ou non, même si je suis dans ma petite bulle, disons, républicaine, trumpienne, vous imaginez bien que c'est peut-être pas là que je couche, mais même si je suis dans cette bulle-là, je ne peux pas ne pas avoir, même depuis cette bulle-là, le savoir qu'il y a des méchants, des imbéciles, des non-patriotes qui pensent d'autres affaires qui ne sont pas correctes. Okay? Donc, on n'est jamais véritablement enfermé dans un discours unique, à moins d'avoir le Newspeak de 84. Et on n'est pas encore là. Puis je pense pas qu'on va y arriver demain matin. Donc, on n'a pas encore de mécanisme qui contrôle 24 heures sur 24 une information qui circule pour tout le monde. Et tant qu'on n'aura pas ça, il y aura toujours la possibilité pour quelqu'un de dire « Oui, mais ces imbéciles non-patriotes là, qui comprennent rien à rien, là, ben, c'est mon voisin avec qui je vais jouer au hockey. Pourtant, il joue bien au hockey. Puis j'aime la façon dont il s'occupe de ses enfants. Il est peut-être pas si bête que ça. Et puis, la machine critique peut recommencer comme ça. Alors, comment, après ça, éduquer pour demeurer attentif à ça? C'est un défi.
Et c'est un peu pour ça que moi, je donne des conférences telles que je les donne, pour être sûr que vous ne pouvez pas rester dans le newspeak. Qu'il soit catéchétique, du catéchisme de l'Église catholique romaine, ou du Coran, ou du néolibéralisme. Merci. Je peux m'asseoir. J'ai une question parce que le titre de la conférence a fait l'objet d'une discussion avec un de mes fils, bien avant de l'assister. Et c'est le choc générationnel. Il est professeur, il enseigne, alors il vient juste de terminer pour les sciences naturelles. Il pense qu'il est permis de mentir. Et je suis d'avis contraire. Et on ne peut pas rester dans le juste milieu. Donc, j'ai suivi attentivement la démarche, et ça me rappelle un cours que j'avais suivi en mathématiques, la logique, avec des propositions qui peuvent être fausses et qui peuvent être validées. Et on ne peut pas rester dans le juste milieu. Et on a mis l'accent sur l'Épître de Jean, qui c'est l'un des livres qui parle de la vérité. Et assez souvent, on est esclave de son éducation. Donc, j'ai beaucoup apprécié le thème qui a été développé, mais ne faut-il pas, parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu et qui ont même donné leur vie pour la vérité. Donc, il y a un choix à faire. Donc, c'était là ma question. D'accord. Voulez-vous une conférence de 3 heures? Si oui, pour développer tout ça, j'aurais dû rentrer dans ce que c'est que la fausseté, le mensonge et tout. Mais bon, pour arriver à bien comprendre ça, je voulais mettre les choses en place. Vous demanderez à Alexandrina de me faire revenir. Mais on fait de l'autopublicité des fois dans la vie. Mais ceci étant dit, le père de One, Lawrence Dewan, un Dominicain canadien décédé il y a quelques années, qui fut mon maître en philosophie médiévale et sur Thomas d'Aquin surtout, a écrit un article très intéressant qui s'appelle « Lying and Venial Sin ». Je recommande ça à tout le monde, c'est très très bien. Parce qu'il parle de la problématique que vous avez dans tous les livres sur la vérité puis le mensonge, et puis on ne peut pas mentir et tout. Puis moi, je l'ai vécu au Rwanda. Est-ce que vous gardez des Juifs, vous cachez des Juifs dans votre maison? C'est le soldat du SS qui arrive. Et puis, Kant dit, paraît-il, il ne faut jamais mentir. Donc, le soldat SS arrive et vous dites, ben oui, j'ai des Juifs que je garde dans ma maison. Et puis, bienvenue, venez les chercher, puis arrêtez-moi pour le même prix. Ce serait ça, l'impératif de vérité dans une éthique kantienne. Et le père de One développe un argument qui est très, très long, avec Abraham, avec Jephthé et compagnie, pour montrer que, est-ce que vraiment, s'il y avait, comment dire, une restriction mentale, parlons jésuite, ou s'il y avait quelque chose comme un mensonge qui était dit à un moment donné pour protéger quelqu'un, est-ce que ça serait vraiment un péché mortel au sens où l'impératif catégorique de Kant le demande? Et Thomas d'Aquin de conclure, non, il y aurait péché véniel seulement. Et vous savez, chez Thomas d'Aquin, un péché véniel, ce n'est pas un péché beaucoup. Mais Thomas dit, on ne doit jamais enseigner que mentir est bien. Mais tel mensonge dans telle circonstance, par telle personne, pour telle raison, allez mon fils, 2 pater et un ave, et puis allez dans la paix du Christ. Ou même pas d'acte d'absolution, parce que pas besoin d'absolution pour un péché véniel. Aller au début de l'Eucharistie, ça suffit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison et Kyrie eleison, c'est réglé, là. Mais on ne peut jamais enseigner que mentir est bien. Je vous invite à lire cet article-là.
Ça permet de sortir des manières drama queen de poser les questions qui nous mènent toujours dans des paradoxes et puis des choses difficiles. Premier point de réponse. Deuxième point, si vous dites qu'il y a des gens qui donnent leur vie pour la vérité, moi j'en ai connu au Rwanda, en Afrique du Sud, sous l'apartheid et tout, c'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Le martyr, c'était pas tout le monde. Hein? Il y avait des confessants aussi qui étaient très heureux de ne pas être passés sous la dent des lions parce que les lions avaient assez mangé et puis ils étaient dus pour un régime de yaourt pendant quelques semaines avant qu'on fasse manger d'autres chrétiens. Mais c'est cette idée que donner sa vie pour la vérité, ça relèverait, je vous dirais, pour Thomas, non pas de la vérité, mais de la charité poussée à un degré très élevé de dévotion. Merci beaucoup. On a déjà dépassé notre heure. Je pense qu'on peut rester toute l'après-midi écouter Maxime, n'est-ce pas? Alors, merci Maxime, au nom de la Fondation du Grand Séminaire, mais aussi de tous les membres ici présents. Permettez-moi de t'adresser mes plus sincères remerciements pour cette conférence éclatante, éclairante et stimulante. Alors, par cette réflexion, tu nous invites à approfondir une question essentielle pour notre époque, celle de la vérité. Vous nous avez aidé aussi à mieux comprendre les défis qu'elle rencontre. Hein? Ce n'est pas toujours assez clair, tout en rappelant l'importance de continuer à la chercher, à la servir, à la témoigner dans nos vies personnelles ou communautaires. Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre présence ici, malgré la pluie, malgré le beau temps, peu importe l'été, votre écoute attentive, votre participation aux échanges de cet après-midi, vos intérêts ainsi vers nos événements. Donc, je vous invite de rester. Il y aura quand même un goûter, un beau goûter, qui a été préparé, entre autres, par un de nos séminaristes, qu'on lui remercie beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un geste qu'il voulait poser pour les donateurs, surtout qui sont ici avec nous. Comme vous le savez, la Fondation travaille pour ramasser des fonds pour garder ce séminaire-là, ce lieu de réflexion, de formation théologique pour les futurs prêtres, mais aussi pour toute vocation qui travaille dans l'Église. Alors, n'hésitez pas, si le cœur vous indique, de contribuer à notre mission. Mais sans trop tarder, j'aimerais vous inviter à notre prochaine conférence. Donc, qui est toujours dans la série Dialogue et Espérance, qui s'appelle Première Nation, de la mémoire blessée à l'avenir partagé, qui sera ici, encore une fois, elle sera tenue par Mathieu Lavigne et aussi un membre de la communauté autochtone, donc Lise Coco de B. Donc, cette conférence, notez bien, si vous voulez toujours être avec nous, aura lieu ici, donc le 26 septembre 2026, 14h. Et avant cette conférence, par contre, sachez que cet été, on a quand même prévu quelque chose pour vous, au cas où vous n'êtes pas assez occupé, ou au cas où vous voulez quand même passer de temps en communauté. Donc, nous vous invitons à une escapade spirituelle en nature avec Sœur Catherine Aubin dans le cadre paisible de Chelsea, sur le site monial de Bethléem, donc du 26 au 28 juin 2026. Alors, si vous voulez vous rejoindre à nous, c'est un moment de déconnecter, de se retrouver, de chercher la vérité sur nous-mêmes et sur les autres. C'est sûr que on dit toujours que si tu veux connaître une personne, il faut aller avec elle sur la montagne, n'est-ce pas? Alors, souvent, elle va nous dire la vérité sans forcément prendre du vin, vino veritas. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette escapade, n'hésitez pas à nous contacter à la Fondation, ou par téléphone ou par courriel. Alors, nous serons quand même ravis de vous retrouver. Sœur Catherine Aubin va nous accompagner, mais aussi il y a plein d'activités. Sachez que c'est une activité ludique. Elle ne va pas être forcée. Tous les gens sont libres à participer aux activités ou pas. Et on a prévu des contes, des légendes, des poèmes, des réflexions. Il y a aussi deux petits ateliers. Une sur la façon de prier ou de réfléchir, peu importe. L'autre sur l'utilisation de la technologie et l'Internet en continent à évangéliser ou à mettre du bien là-dedans et de la vérité. Voilà. Merci pour votre présence. Restez pour le cocktail. Il y a un prix de présence. C'est un cours de philosophie que vous pouvez peut-être prendre même avec notre professeur ici, Maxime Allard. Donc, il sera donné ici dans le cadre des formations théologiques et philosophiques au Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal. Alors, merci encore une fois, Maxime.
Et au plaisir de vous retrouver lors du goûter. Et n'hésitez pas de profiter. Le Maxime reste avec nous. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y et échangez entre vous. Et bonne fin de soirée. Et s'il y a des questions qui vous empêchent de dormir ou qui vous donnent le goût de vous suicider, avant de faire ça, écrivez à Alexandrina qui pourra vous donner mon adresse et je vous promets de répondre. Et Mme White sait que si je dis qu'on m'envoie une question, je réponds. OK, parfait. Super. Merci beaucoup encore une fois et restez avec nous. Donc,